voudrais partager avec vous par rapport à ces 3 jours. Nous allons nous arrêter à un certain niveau de jalon pour mettre maintenant des exercices pratiques pour essayer de voir comment aider concrètement à bâtir ces dispositifs faibles au sein du Sénégal au profit de la direction de l'environnement et des établissements. La question est la suivante. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le FEM en langage très simple? Non, je demande c'est quoi le FEM en langage simple? Je dirais que c'est un des mécanismes financiers de mise en œuvre en matière de lutte contre le changement climatique. J'ai entendu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dis-moi. C'est un fonds qui finance des activités de protection de l'environnement. C'est des questions. C'est un fonds pour l'environnement, la station qui est distribué pour aider les pays à avoir des fonds pour le développement. Okay. En fait, ce que vous dites est tout à fait vrai, et je suis d'accord avec vous. Mais il y avait des notions que je voulais entendre de vous, parce que dès qu'on parle du FEM, il y a 2 notions globales qui sortent. D'abord, quand on parle FEM, les premiers mots qui viennent, c'est les avantages environnementaux. On ne peut pas parler de FEM dans tout ce que vous dites, on vous dit c'est pour contrecarrer les avantages environnementaux sur le plan mondial. Ça, c'est fait. Et on ne peut pas parler de FEM, et je regardais les collègues en face, parce qu'ils m'ont dit c'est lui le développement durable. Et on ne peut pas parler du FEM sans parler de développement durable. Ce que vous voyez. Donc en fait, c'est ça que je voulais dire. Mais le FEM, c'est un organisme indépendant qui fournit des dons, financement privé, visant à couvrir les coûts additionnels de transformation des projets de développement en investissement et permettre des bénéfices environnementaux. C'est-à-dire que le FEM, c'est fait. Il veut vous aider à vous développer, tout en vous poussant à avoir une empreinte carbone très lourde. Donc, trouvez les voies et moyens pour que vous essayez d'asseoir des bases d'un développement durable. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les avantages environnementaux. Maintenant, toute la question sur laquelle nous allons discuter, c'est qu'est-ce qu'on entend par avantage environnemental. Et ça, nous allons revenir. Le FEM donc joue un rôle catalyseur et novateur clé en s'attaquant à 2 missions indépendantes, c'est-à-dire la prévention de risques climatiques et également la préservation des ressources. En d'autres termes, le FEM fournit à titre gracieux à des conditions très libérales, c'est-à-dire que les fonds que le FEM donne sont des fonds bonifiés. Surtout pour les pays en voie de développement, les prêts ne sont pas, si ce n'est pas des subventions, c'est des prêts à intérêt très long. Donc, tout ceci est fait pour toujours améliorer l'état de l'environnement dans 5 domaines d'intervention. Voilà, le mot est là. C'est-à-dire que quand on dit l'environnement global, le FEM dit, pour qu'on se comprenne, vous allez travailler sous l'angle de 5 domaines de concentration. Quels sont ces domaines? D'abord, la diversité biologique, la mitigation et l'adaptation au changement climatique, les eaux internationales, la dégradation des sols, les substances chimiques et les déchets. Oui. Par rapport au financement privé, est-ce à dire que le FEM finance le secteur privé? C'est un fonds privé. C'est le fonds du FEM qui est privé. Quand on dit c'est un financement privé. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi vous avez des cycles du FEM. Quand on dit FEM 1, FEM 2, FEM 3, c'est que chaque cycle, les pays s'associent pour voir quels sont les montants qu'ils peuvent mettre dans le cycle qui vont servir à financer des projets staff et des projets non staff. Donc, on va discuter de ces choses-là, mais ce sont des fonds privés que le FEM arrive à mobiliser pour maintenant financer le développement. Donc je disais que le FEM intervient dans 5 domaines d'intervention, c'est-à-dire la diversité biologique, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation, les eaux internationales, la dégradation des sols et les substances chimiques. Mais d'après les spécialistes que vous êtes et les professionnels de l'environnement, les gens disent que très souvent,
quand on regarde les actions, quand on rentre seulement par les domaines d'intervention, on s'attaque uniquement aux effets. Mais on ne s'attaque pas aux causes réelles de la problématique environnementale. C'est la raison pour laquelle, pour inverser ces tendances, le FEM a mis en place, à partir du FEM7, 3 grands programmes. Et les programmes vont permettre de travailler sur l'ensemble de ces domaines d'intervention pour regarder un peu les interrelations entre les domaines d'intervention. Donc, au lieu d'avoir une approche spécifique uniquement de biodiversité, on va avoir une approche holistique qui va traiter des questions de biodiversité, des questions parce que tout est interrelié. Et ces 3 programmes sont là. Ce sont les programmes qui sont liés à l'alimentation, l'occupation et la restauration des sols, les vues durables et gestion durable des forêts. Mais tout ceci, nous allons le voir en détail bien comprendre. Parce que ce qui est important pour le dispositif de suivi et évaluation, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on vise ici, quelles sont les cibles qu'on va donner, parce que c'est ça qu'on va suivre. C'est ça l'effet. Et c'est ça maintenant que chaque pays va dire quelle est sa contribution dans cet environnement. Le Fonds pour l'environnement mondial s'attaque à des problèmes environnementaux à caractère planétaire, mais met des actions au niveau local. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la diversité biologique de manière globale, mais pour préserver la diversité biologique, c'est dans chaque pays qu'on va mener des actions vers cette démarche. Là, je vous montre en image les domaines de concentration du fer, les zones d'intervention. Ça, c'est le changement climatique, l'ozone, biodiversité, les eaux internationales, dégradation des terres, etc. Maintenant, prenons le premier domaine, le domaine d'intervention qui est la diversité biologique. La mission, pour le faire, c'est de maintenir une biodiversité d'importance mondiale dans les pays terrestres et marins. C'est pour cela, l'ensemble des cibles qui seront visées ici vont s'intéresser aux normes de l'UICN. C'est pour voir quelles sont les espèces qui sont inscrites dans la liste rouge des UICN, qu'est-ce qu'il faut sortir. C'est là-bas, ce sera ça notre référence, pour pouvoir dire est-ce qu'on est en train d'améliorer la biodiversité. En fait, ici, il s'agira de prendre systématiquement en compte la biodiversité dans les secteurs ainsi que dans les paysages terrestres et marins. C'est pour ça que vous allez voir ici les projets que les gens vont vouloir financer, ce sont les aires marines protégées, ce sont les réserves naturelles communautaires. Vous voyez un peu la restauration des forêts. C'est tout ça parce que c'est là les zones à forte importance biologique. Et généralement, ce qu'on utilise, c'est la méthode MET, qui est un outil qui nous permet de voir comment se déroule la remontée biologique. Donc, c'est aussi s'attaquer aux facteurs directs de dégradation. Parce qu'en fait, c'est l'habitat. Si nous ne nous attaquons pas à l'habitat, il va s'en dire qu'on va perdre beaucoup en termes de biodiversité. Donc, il faut continuer aussi à développer des politiques dans le cadre relatif à la biodiversité. Donc, dans les conventions, là aussi, les faire travailler beaucoup plus. En ce qui concerne maintenant la dégradation des terres, donc, l'objectif, c'est l'alignement sur l'ordre du jour de la Convention de lutte contre la désertification. L'intégration au programme à impact et surtout exploiter le capital privé et financier pour les investissements. En fait, ici, c'est ce qu'on recherche, la neutralité de la dégradation des terres. En quoi faisant? C'est-à-dire en travaillant sur les systèmes agricoles, les parcours, la gestion durable des forêts, la restauration du paysage forestier, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est comment faire pour restaurer le sol, ici, dans toute sa fonction. La gestion d'un environnement propice, c'est la mise en œuvre de la neutralité en dégradation des terres et surtout le soutien aux thèmes et programmes régionaux et aux activités habitantes dans la Convention en dehors des stades. En fait, les financements hors stade sont les financements qui sont dans le cadre des programmes régionaux, etc. Les stades, c'est ce qu'on donne à chaque pays sait déjà quel est le montant et le pays maintenant va définir son portefeuille dès le départ. Maintenant, il y a aussi des reliques de financement qu'on ne donne pas au pays, mais qu'on essaie de voir dans les cas des conventions, comment prendre des cadres régionaux, etc. C'est dans ces cadres-là qu'on appelle les stars régionaux. Dans le domaine du changement climatique, j'avoue qu'ici, je suis en train de glisser sur un terrain très glissant parce que vous êtes tous bien au fait de ça. Peut-être quand je parlais biodiversité, vous allez dire dans le ministère c'est la DPR. Quand on parle VDT, vous dites c'est le ministère, c'est la direction des eaux et forêts. Mais dès que je parle de changement climatique, je suis dans votre propre secteur. Et là, je vais porter des gants et vous demander d'être un peu indulgent. La stratégie relative au domaine d'intervention
des changements climatiques vise à aider les pays en développement à opérer des changements transformationnels en vue de l'adoption des voies de développement faibles d'émissions énergétiques. En fait, le mot est dit, que je le dise comme ça ou que je le dise de manière très simple, c'est qu'ici, tout ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les pays puissent développer des modes de production et des modes de consommation dits durables et qui se mettent sur la trame du développement. En quoi faisant, trois objectifs seront regardés. D'abord, en facilitant le transfert des technologies. Je pense que vous tous qui assistez aux différentes COP, aux différentes conférences de partis, vous savez que chaque fois on parle de transfert de technologies. C'est notamment ce qui est recherché. Transfert des technologies pour les énergies renouvelables, transfert des technologies pour faciliter la mobilité électrique, l'efficacité énergétique, l'innovation des technologies. Bon, tout ceci sont des choses qui sont faites. Donc, vous voyez maintenant, si vous faites des projets allant dans ce sens-là, ils sont éligibles dans le cadre de votre feuille PSR parce que les ressources sont prodiguées pour ça. On vous demande aussi de démontrer les options d'atténuation avec des impacts systématiques. C'est-à-dire qu'ici, tous les programmes de vie durable que vous allez essayer de mettre en place, toutes les activités que vous mettez en place, atténuer l'activité de développement érable, de développement low carbon emission, ça aussi c'est quelque chose qui est éligible dans ce cas-là. C'est, pour ne pas parler de quelque chose que vous connaissez mieux que moi, par exemple, les éco-villages dans le cadre, à l'époque on les mettait en place pour développer un peu ce développement low carbon emission, étaient éligibles. Donc si on avait un gros programme, on aurait pu le soumettre dans le cadre du PSR parce que ça rentre à la construction d'un environnement mondial. Favoriser les conditions propices à l'intégration des préoccupations d'atténuation dans les stratégies de développement, surtout développer l'initiative de renforcement des capacités pour la transparence et soutenir, et c'est ça le plus important, soutenir l'élaboration des CDN. Et qui dit au-delà des CDN parle un peu du sujet d'élaboration des bilans. Vous voyez aujourd'hui, si on devait ramener le projet du MAFEM qui est en train de nous permettre de mettre cette formation, il est éligible ici. Il rentre un peu dans ce cadre et ça répond. Donc vous voyez un peu toutes les actions que le MAFEM va mettre, si on devrait mettre en place un dispositif de suivi global qui devrait contribuer ici. Pour le suivi qui est déchiré. Oui, vous avez des questions, parlez directement. Non, non, parce que souvent, dès que je suis dans un truc, mais bon, oui, non, c'est par rapport au climat, c'est par rapport au point objectif. On sait que le transfert technologique, pour moi, c'est important dans l'adaptation de la création. La manière dont vous l'avez formulé, ça concerne plus l'abattement des émissions de gaz. Est-ce que le transfert technologique dans le domaine de l'adaptation ici, c'est pas pris en compte? Peut-être que si je l'ai formé, mais transfert technologique, je parle de transfert de manière globale. Oui, de manière globale. Ça, moi, c'est important de les technologies. Exactement. Les technologies dans le domaine de l'énergie, pour ça que l'adaptation. Donc, c'est éligible, je pense. C'est éligible, mais et si vous regardez bien ce qui est dit dans le fait, on met beaucoup plus l'accent sur les projets, sur les actions énergie renouvelable. Pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, les actions d'adaptation dont vous parlez sont déjà contenues dans les CDN qui seront traités en bas. C'est global. Oui, mais CDN fait atténuation, etc. Mais généralement, le transfert des technologies dont on attend aujourd'hui des pays occidentaux, c'est tout ce qui nous permet d'atténuer, en fait. C'est dans nos pays, c'est le solaire, l'éolien, etc. C'est tout ça qu'on est en train de voir, vous comprenez? Maintenant, vous allez me dire ça toute l'énergie, mais c'est ça qui est dit. C'est du nucléaire.